Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de quoi? De tout et surtout de rien, bien évidemment. On est le 10/08/2023, oui c'est le deuxième enregistrement fait dans la même soirée, mais c'est pas grave, c'est cool, parce qu'on reçoit aujourd'hui un autre binôme du coup, Jules et Clément. Alors pour éviter que vous mangiez la parole, on va commencer par Clément. Clément, comment ça va? Eh bah bonsoir, bah ça va, un peu Ouais. fatigué de la journée, boulot Fatigué de plus, la... Ah là plus là. 2 petites heures de pêche Oh, infructueuses, mais au moins je sors, et ouais. eh oui. Et Jules, du coup, tu es parmi nous pour cet épisode. Comment vas-tu en cette folle soirée? En cette folle soirée. Bah, c'est les années folles, bien sûr. Non, mais C'est ça. là, on est à fond. Là, je. Non, mais nickel. Toujours, Nickel. Ah, toujours bien. on est toujours content de te recevoir dans cette émission. On sait qu'on va pas te faire perdre trop de temps parce que tu as du fromage fondu qui t'attend quelque part. Parce que manger une raclette en plein mois d'août, il y a que ça de vrai finalement, je pense. Ah, voilà. Donc, comme ça, c'est bien ciblé dans le temps en plus. Voilà. Ouais, Ah, mais voilà, c'est ça. c'est vrai qu'on fasse un épisode, un de ces quatre, sur la dualité. Est-ce qu'il y a une période pour le fromage fondu ou pas? Je suis totalement partisan de il y en a pas, parce que c'est bon. Ouais, il y en a pas. Pourquoi Je pense une que- saison? Je pense qu'on a résolu le problème tout de suite. Il y a pas de problème en fait. Non, mais c'est une étude scientifique, hein, c'est, voilà. Approuvé par des pairs, c'est relu par les pairs, Basé sur un échantillon représentatif de mangeurs de fromage fondu. Basé sur un échantillon représentatif de la Savoie. Tu vois, genre, vraiment. Non, mais je pense que dès le néolithique, dès qu'ils ont découvert le fromage, c'était fini, en fait. Il y a eu Bien sûr. saison. Et du coup, à propos de découvertes, de choses dans ce goût-là, vu que tu es le plus susceptible de partir tout de suite, peut-être que Jules, tu veux nous parler un peu de ta découverte de cet été, à savoir bien évidemment un bateau. J'adore tes transitions. Là. Non, bah, c'est pas vraiment une découverte, c'est que tout le monde connaît le Titanic. Oui. Mais je me suis pris de passion depuis quelques semaines pour ça. En partie parce que on voulait travailler un jeu de rôle là-dessus, etc. Du coup, j'ai énormément bouffé de documentation dessus. J'ai commencé à travailler, faire beaucoup de choses dessus. Ouais. C'est une histoire qui est passionnante. Tout le monde la plupart des gens ont vu le film aussi, qui est assez réaliste d'ailleurs. Il y a pas mal de trucs quelques trucs qui vont pas, mais voilà. Et notamment, du coup, ce qu'on avait discuté avec Marc, c'est pour cet épisode, pourquoi pas discuter du fameux débat qui est autour du film, pour le coup. Ouais. Qui est, est-ce que Jack aurait pu tenir sur cette putain de planche, et donc ne pas mourir? Débat qui a un peu affolé la toile depuis des années. Le film est Avant sorti... même que la toile existe, finalement. Ouais. Avant même, non, parce que ouais. Titanic, Dès la il est sortie du sorti ciné, à la fin des années 90, le film, Ouais, 97. 97. Je vais dire 98, mais oui, 97. Ouais, 97. Et donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez parce qu'il y a eu un documentaire en fait pour les 25 ans du film qui est sorti, donc il y a pas si longtemps. Ouais. Et donc où justement James Cameron revient là-dessus parce que ça l'a beaucoup saoulé qu'on le fasse chier depuis 25 ans avec cette putain de chose. Et donc voilà, mais avant d'en parler, est-ce que vous avez un avis sur est-ce qu'il aurait pu tenir ou pas, quoi? Pendant toutes ces années, moi je me suis dit que quand même c'était un peu abusé et que peut-être qu'ils auraient pu tenir à deux sur cette planche de bois, mais en même temps ça me choquait pas non plus parce que ça fait partie aussi de la diégèse du film de se dire bon voilà c'est romantique, c'est pas un problème en soi, c'est une fois que t'es dedans et tu te dis ok tu vas pas sortir du film parce que tout d'un coup il y a un mec qui tient pas sur une planche, c'est comme si tu regardais l'exemple à la con qui me vient, c'est comme si tu regardais John Wick et que tu vas te dire ok normalement un silencieux ça fait quand même du bruit quoi sur un pistolet. Non, on est tous d'accord depuis toujours que dans les films les silencieux sont des vrais silencieux alors que dans la réalité c'est pas du tout ça, mais c'est un accord, voilà, c'est pareil pour moi. Ouais, c'est comment on appelle ça, la suspension d'incrédulité. De l'incrédulité, ouais, tout à fait. Ouais. Moi j'accepte. Mais moi aussi je l'accepte totalement, et je crois même je crois qu'il y avait des gens qui avaient déjà fait, genre, je crois qu'il y a une photo qui traîne où ils avaient reproduit la porte avec la planche avec la bonne taille. Ils avaient mis 2 personnes qui tenaient, donc oui, il tient. Bon, après, est-ce que la planche aurait supporté le poids de 2 personnes? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, il y a un truc, je crois que c'est un argument que j'ai jamais vu. Est-ce que, en vrai, Jack, d'un point de vue purement pragmatique, il avait la force de monter sur la planche, en fait? Est-ce que son corps n'était pas gelé et genre, il peut, plus la force? Et même sa copine, est-ce qu'elle pouvait le tirer?
Parce En que Rose vrai, pourrait réussir à le tirer pour qu'il puisse s'en sortir. Bah, j'ai l'impression à ton petit air, Jules, que tu as la réponse. Non, mais effectivement, c'est vrai que la question du contexte, c'est assez intéressant parce que faut se remettre. Donc, on se remet un peu dans. Là, pour le coup, on est que dans le film, hein, on n'est pas dans une histoire. Jack et Rose, c'est des personnages qui n'existent pas, enfin qui n'ont pas existé, qui sont inspirés de personnages qui ont existé, qui n'ont pas forcément été comme ça, mais qui pour le coup n'existent pas. Au milieu du film où pour le coup il y a plein de personnages qui ont été refaits et qui existent pour de vrai, dont d'ailleurs des scènes vachement intéressantes, mais qui sont passées en scène coupée. Et donc bref, Jack et Rose, donc c'est des personnages qui n'existent pas. Faut se rappeler que déjà pendant tout le reste du film, c'est-à-dire pendant tout le temps du naufrage, enfin du coup la dernière partie du film, ils ont passé déjà leur temps dans la flotte. Ils sont allés chercher Jack qui était enfermé au sous-sol. Ils se sont mis dans l'eau jusque quasi à la nuque, etc., etc. Et juste qu'on pose le contexte, quand on dit que c'est de l'eau qui est froide, donc on est dans l'Atlantique Nord. Ce soir-là, l'eau est à moins 2 degrés. Ah oui. On est proche du. Exact. Ce qui est possible parce que c'est de l'eau salée et l'eau salée peut aller plus loin que le zéro. Mais donc de l'eau à moins 2 degrés, faut imaginer de nager dans un glaçon. Ça coupe le souffle instantanément. C'est violent. C'est-à-dire quand c'est violent, ça fait mal, quoi. C'est pas juste c'est un peu frisqué, quoi. Ouais. Donc forcément déjà ça réduit drastiquement ce qu'on peut faire dedans, quoi. On va pas commencer à se taper de la nage pendant des plombes. Finalement le vrai problème dans la suspension de consentis de l'incrédulité, ce serait de dire que c'est impossible de résister dans cette eau. Pour le coup le film est assez réaliste avec ça. Bon après voilà, c'est juste que effectivement toute la phase dans le bateau, ils disent que c'est froid mais on le sent pas trop. On va le sentir vraiment quand le bateau finit de couler et qu'il y a tout le monde qui est dans l'eau. Parce que juste pour rappeler un peu le contexte, il y a donc le Titanic, c'est 2200 passagers. Et à peu près, à la louche, il y en a que 700 qui ont réussi à s'en sortir. Donc ça fait 1500 personnes qui sont mortes. C'est énorme. Hein. Enfin, 1500 personnes qui sont mortes en une nuit, dont donc du coup pas mal qui se sont retrouvées dans l'eau avec leur gilet de sauvetage et tout. Simplement, qui n'ont pas pu durer longtemps. Dans de l'eau à moins de 2 degrés, on ne dure pas. Et donc là, en fait, le vrai problème. Enfin, du coup, généralement, avec la planche, c'est ça, en fait, je trouve ce qui fausse un peu les débats. C'est que on se dit, ok, il faut simplement qu'ils se fatiguent pas. Et donc qu'ils soient tous les deux sur la planche, histoire de pas se fatiguer. Parce que c'est un peu ça, quoi. Sauf qu'en fait, non, ce qui pose problème, c'est d'être en contact avec l'eau. C'est juste ça, en fait, le problème. Il faut être le moins en contact avec l'eau possible pour pas mourir, en fait, de froid, quoi. Et donc, en fait, cette planche-là, donc du coup, il y a des tests qui ont été faits, etc. Donc James Cameron a refait le truc avec une équipe National Geographic, avec un expert en hypothermie, etc. Où en fait, ils ont fait ça dans une piscine. Alors la piscine est beaucoup moins froide que l'a été l'eau. Ils n'avaient pas fait dans un truc à moins 2 degrés, parce qu'il y avait juste des risques vitaux, en fait, au bout d'un moment donné. Donc c'est une eau froide, mais moins froide. Et donc ils ont doublé les séquences de chaque personnage. Et ils ont aussi essayé de les fatiguer avant, parce que c'est des personnages dans le film déjà qui se fatiguent, parce qu'ils essayent juste de survivre déjà dans le bateau pendant 1 heure avant. Puis après, une fois qu'ils sont dans l'eau, je sais pas si vous vous rappelez, mais les gens paniquent. Il y en a qui essaient d'agripper juste des trucs pour réussir à se tenir hors de l'eau et pas se fatiguer, etc. Donc il y en a un qui essaye de choper Rose, et donc il la noie, pas volontairement dans l'idée, hein, mais qui la noie, qui se fait mettre une grosse Bain Barjack, etc. Eux, ils vont chercher une espèce de planche. C'est la panique immense. Il y a 1500, enfin, environ, on va dire, il y a la moitié, à peu près une grosse moitié qui ont fini, dans les disparus, qui ont fini à l'eau à ce moment-là. Donc ça fait des centaines de personnes qui sont dans la flotte qui hurlent. C'est le noir total aussi, faut le rappeler. Dans le film, on a l'impression qu'on voit ce qui se passe la nuit. Cette nuit-là, c'est une nuit noire, c'est une nuit sans lune. On voit rien. Quand les lumières du Titanic s'éteignent, on voit rien. C'est noir total. On entend juste des cris autour de soi. On pige pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui vont même pas voir le bateau se disloquer et tomber, en fait. Juste, ils vont l'entendre. Donc, on voit rien. Donc, pareil, l'argument il aurait pu chercher une autre planche. C'est pas dit en soi, déjà, que t'as la présence d'esprit de le faire dans de l'eau à moins de 2 degrés. Tu réfléchis pas, en fait, dans de l'eau à moins de 2 degrés, déjà. Et donc, quand ils arrivent, effectivement, sur cette morceau de cloison, c'est pas vraiment une porte, c'est une espèce de morceau de cloison. Donc, lui, il va mettre Rose dessus, en partie. Et quand lui, il va essayer de s'y mettre, du même côté d'elle, la planche va commencer à se soulever, et donc tout de suite il arrête, il dit non mais ok, vas-y, reste, etc. Alors après voilà, on peut discuter de plein de trucs. Il aurait pu y aller de l'autre côté pour être sûr que du coup elle se penche pas d'un côté ou de l'autre. Mais là pour le coup, en fait, le personnage dans le film, quand on regarde, c'est juste que il voit qu'il y a un risque et tout de suite il préfère pas le prendre pour Rose et il préfère lui dire ok, vas-y, parce que t'es dans l'instantané, quoi. Ok, ça va marcher, c'est pas grave, on réfléchit pas, vas-y, et justement, tu vois. Et le truc, c'est que donc du coup, avec les tests qu'ils ont fait, en fait, c'est pas compliqué de savoir que la planche effectivement aurait pu déjà accueillir les deux, aurait pu toujours continuer de flotter avec les deux. Par contre, elle se serait forcément affaissée sous le poids des deux, ce qui fait que les deux auraient été dans environ 10 cm d'eau. Ah oui. Ce qui fait qu'en fait, ça n'a plus aucun intérêt. Les deux meurent d'hypothermie, pareil en fait. La seule chose qui fait que Rose arrive à survivre, ce qui d'ailleurs est un peu parce qu'elle s'est déjà bien fatiguée dans le bateau en étant dans l'eau, etc. Elle se retrouve là, normalement elle devrait mourir. Mais bon, mettons.
Là pour le coup, bon, voilà. C'est pour l'histoire, c'est le scénario. Exactement. scénario, ouais. Mettons. Mais On donc accepte. oui, alors là, c'est ce qui lui permet de survivre, c'est de pas être en contact avec l'eau. Alors ils ont essayé plein de trucs et finalement il y a 2 possibilités où où Jack arrivait à s'en sortir. Il y en a une notamment, c'est s'ils se mettaient tous les deux sur la planche, mais qui mettaient que les jambes allongées dessus et qui tenaient les bras debout contre la planche pour avoir le haut du corps en dehors de l'eau. Ok. À ce moment-là, ils tremblent énormément. En tout cas, les acteurs là qu'ils ont réutilisés, etc., ils tremblent énormément et ils estiment que potentiellement, rien qu'avec ces tremblements qui sont faits pour te réchauffer d'une certaine manière, qui sont une réaction A, ils auraient pu tenir peut-être 1 heure, peut-être un peu plus. Et donc peut-être jusqu'à qu'il y ait les chaloupes qui arrivent, parce que donc du coup le contexte c'est qu'il y a tout le monde qui est dans l'eau et il y a les dizaines de chaloupes qui ont réussi à partir, qui sont autour et qui ne viennent pas les aider. Ce qui paraît super inhumain, mais qui en fait est pas si con, parce que quand il y a 1000 personnes qui sont dans la flotte à rechercher désespérément un moyen de survie, se ramener avec une chaloupe au milieu, je veux dire, c'est le meilleur moyen de se faire couler en fait. Enfin, c'est évident, c'est inhumain, mais c'est un peu évident. Potentiellement, s'ils avaient fait ça, ils auraient peut-être pu s'en sortir, ou alors si Rose avait filé son gilet de sauvetage à Jack, ou que ils avaient mis le gilet sous la planche pour éviter qu'elle s'enfonce un peu plus. Bref, il y avait 2-3 techniques comme ça qui auraient pu permettre de gagner un peu de temps. C'est toujours que ça, c'est gagner du temps jusqu'à que la chaloupe arrive. Bon, en soi, encore une fois, techniquement oui. Après plein de tests, à essayer plein de possibilités, ok. Mais si on se remet dans le contexte de la scène, Ouais, les persos, ils ont pas le temps de. Mais exactement. de Est-ce qu'ils vont faire une réfléchir à étude ça. d'ingénieur de dire Ouais. attends, si on regarde le centre de poussée central machin, peut-être que si on faisait ci machin, pas du tout en fait. Donc Non. au final c'est pas si déconnant. Ce qui est plus déconnant pour le coup effectivement, c'est comme je le disais que Rose elle survive parce que déjà elles se sont bien fatiguées avant. Ils sont été dans l'eau dès le début du naufrage et ça veut dire qu'ils se sont refroidis dès le départ. Donc ils ont moins de temps que les autres en fait en réalité. Et puis même une fois qu'elle est quasi gelée, une fois que la chaloupe vient la récupérer, c'est même pas dit qu'elle survive après. En fait, c'est arrivé pour quelques personnes qui ont été sauvées quand elles étaient à l'eau, qu'elles meurent dans les chaloupes. Après, de froid en fait. De froid. Ouais, parce que après les chaloupes elles vont devoir attendre. Donc là, quand le Titanic disparaît définitivement, donc il est 2h20 du matin, quand la dernière partie du bateau disparaît sous les eaux, les premiers bateaux, donc c'est le Carpathia, si je dis pas de bêtises, mais il arrive quelques heures plus tard en fait. Forcément. Si je dis pas de bêtises, il arrive vers les 4-5 heures du matin. Ok. Donc le bateau coule à 2h20. Enfin, c'est le rapport vers minuit. Je vérifie. J'aurais dû vérifier avant. C'est pas grave. C'est ça. Il arrive à 4h10. Donc ça fait un petit moment à attendre en fait dans la flotte quoi. Même sur des chaloupes, ça fait un petit moment sans avoir énormément de moyens de se réchauffer. Puis en fait, quand elle est trop loin dans l'hypothermie pour s'en remettre, sachant qu'ils ont juste des petites couvertures, ils ont leurs fringues. Enfin, c'est pas évident. Ce que je me demandais, mais à l'extérieur, il faisait combien À l'extérieur, il faisait froid. Ouais, la température. Il faisait froid, mais il n'y avait pas de vent par contre. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Ah, si la flotte elle est déjà à -2, ça veut dire qu'à l'extérieur, t'es quand même négatif, non Oui, bien sûr, il faisait frais, ouais. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont été pris un peu sur le moment. Donc, faut imaginer des gens qui des fois sont en tenue de nuit. Et oui, en fait. oui, forcément, c'est la nuit, donc ils s'en fichent, quoi, en fait. Et voilà, et donc, non, il y a des moments où c'est un peu tendu, quoi. Bah oui. Et pour l'anecdote d'ailleurs, donc le Carpathia va arriver. Quand il arrive, ils ne verront qu'un cadavre. Le capitaine dit n'avoir vu qu'un cadavre. Ah ouais? Comme je vous l'ai dit, il y a 1000 personnes en fait qui sont là, tu vois. Il y en a peut-être plus ou moins, quoi. On a du mal à estimer le nombre de personnes qui étaient déjà dans le bateau, enfin qu'on coulait avec, quoi, qui étaient pris dans les salles. Mais lui, quand il arrive, il voit qu'un seul cadavre que d'ailleurs il choisit de ne pas reprendre. Donc on va lui demander en commission d'enquête, mais en fait, je trouve une justification qui se tient. Il dit là, j'ai plein de survivants moi dans mon bateau qu'on ramène. Je tiens pas à créer un mouvement de panique en commençant à ramener des corps, quoi. Donc voilà, donc on le dit pas et on n'est pas là pour ça. Et donc il y aura d'autres missions qui vont venir pour récupérer les corps, mais sur le moment il voit même pas de corps, quoi. Lui il en voit qu'un seul, parce que en fait quand le jour se lève, on se rend compte qu'il y avait pas un iceberg, en fait il y en a plein, et qu'il y a plein de petits morceaux de glace en fait sur l'eau qui sont blancs, et les gilets de sauvetage sont blancs. Une personne qui est morte, généralement, elle a les membres qui ballants, quoi, et donc il y a probablement que les surfaces des gilets qui flottent bien. Ce qui fait qu'il y a probablement en fait beaucoup de morceaux de glace qu'on a pensé être des morceaux de glace qui en fait étaient des corps. On n'arrivait pas à discerner sur le moment, quoi. Waouh. Donc voilà. Ah ouais, c'est quand tu réfléchis, c'est très très glauque, le Titanic. Non, c'est très violent. C'est très violent, mais après, enfin, je veux pas trop en dire non plus parce que du coup, Marc est impliqué dans un projet de jeu de rôle là-dessus, donc où l'idée c'est qu'il revive le Titanic, qu'il revive justement cette dernière journée du Titanic. Mais par rapport au film, par exemple, ça se passe en beaucoup plus de temps.
D'ailleurs, fun fact, la durée du film, donc, est de 2h20, non, un peu plus à la base, hein, je parle pas de la version longue, Ouais. mais à la toute base, donc c'est un peu plus de 2h30. C'est la durée exacte du naufrage, justement. Ok. Oui, j'avais Et c'est lu fait, un truc comme c'est ça, fait exprès du coup. Oui, j'imagine. c'est fait exprès, ouais, c'est fait exprès. C'est une référence un peu. Voilà. Donc dans le film, ça dure 1 heure à peu près. Non, en fait, ça dure un petit moment et en fait, ça s'accentue énormément sur la fin. Ouais. Quand l'eau en fait commence à passer par-dessus le bateau, et là ça rentre déjà par tous les hublots qu'on était restés ouverts parce que les gens étaient curieux et voulaient voir, par les portes, par etc. Et bon, bah là du coup ça part super vite. Mais pendant un bon moment, en fait, les gens, pour eux, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, quoi, ou pas beaucoup. Bien sûr. Parce que les bateaux de l'époque sont réputés insubmersibles, c'est pas pour rien d'ailleurs, hein, c'est parce que le Titanic fait partie de 3 bateaux. En fait, il y a 3 Titanic. Ouais. C'est une série. Ah, Ok, c'est une série. Ouais. D'ailleurs, c'est même pas le premier, le Titanic, Il y a c'est le second. l'Olympique, il y a... C'est ça. L'Olympique, le Titanic et le Britannique. Ouais. Ok. Bah, du coup, il y a que l'Olympique d'ailleurs qui va finir sa vie un peu chouette, parce que le Britannique va se choper une mine pendant la première guerre. Ah merde. Et un naufrage horrible. Enfin, c'est horrible, le Britannique. Moins de morts parce que c'est en Méditerranée aussi, donc il y a pas le froid, mais voilà. Et en fait, quelques mois avant le Titanic, par exemple, il y a l'Olympique qui qui était le seul déjà prêt et qui avait déjà fait plusieurs allers-retours, plusieurs transatlantiques. Mais en fait, en sortant d'un bras de mer, il s'est tapé un bateau militaire. Ah merde. Mais le truc à la con, en fait, les deux bateaux sont mal coordonnés. Il y a pas et puis le bateau militaire qui était beaucoup plus petit a été happé par la taille de l'autre. Et donc du coup, ça a foiré sa manœuvre. Et en fait, le bateau militaire était justement fait pour péter des bateaux. Il avait une proue fait pour éventrer des bateaux. En fait. Et donc du coup, il lui tombe dessus, il l'éventre. C'est un trou énorme. Tu vois, genre c'est plus gros qu'une taille humaine, quoi. Il est éventré. Mais en fait, les 3 bateaux, c'est des bateaux qui ont été basés sur un système de compartiments étanches, qui du coup là sont mis en branle, quand on ferme les portes étanches. Et en fait, du coup, il y a que 2 compartiments, si je dis pas de bêtises, qui sont inondés sur l'Olympique, ce qui ne pose aucun problème. Et donc le bateau arrive de lui-même à revenir au port en ayant les 2 compartiments inondés et après être réparé. Donc enfin. C'est des bateaux insubmersibles. C'est pas pour rien qu'on le dit à l'époque, c'est parce que c'est incroyable qu'un bateau qui a été éventré arrive à revenir de ses propres moyens au port et n'est même pas coulé, quoi, et soit réparable. Donc voilà. Donc sur le moment, du coup, il y a plein de personnes qui vont même pas vouloir aller sur l'échelon, parce que pour elles, en fait, c'est juste une question de temps avant que ça aille mieux, quoi. Ouais. Oui, parce qu'ils ont ça en tête aussi, c'est pour ça. C'est ça. Mais du coup, on sait, peut-être que t'as pas envie de divulgacher, mais on sait pourquoi le Titanic coule alors qu'il est insubmersible, justement. Est-ce que c'est parce qu'il y a des fuites partout? Ça se passe pas votre expérience de jeu de rôle en tant que que passager du Titanic. Non, en fait, c'est juste que c'est un dilemme à la con. C'est qu'à posteriori, on peut se dire, donc quand ils voient l'iceberg, déjà c'est des conditions, comme je vous l'ai dit, il y a pas de vent. Ouais, il y a pas de vent, il y a pas de lumière. Il y a pas de vent, il y a pas de lumière, il y a rien. On leur a reproché de pas avoir de jumelles, mais en réalité c'est totalement con. Ça aurait servi Parce à rien dans le que noir. ça ne sert à rien du tout. Mais vraiment, ça n'a aucune espèce d'utilité pour la situation là. Il y a pas de vent, donc il y a pas de vagues. Donc du coup, eux, ils se repèrent aussi aux vagues que peut faire l'iceberg lui-même. Parce qu'il va déformer en fait les vagues. Et donc même ça, ils peuvent pacifier. C'est une mer d'huile. L'iceberg est probablement sombre. Il a probablement des couches un peu sombres parce que compte tenu de son lieu de provenance, c'est un endroit où il y a potentiellement des glaces avec des couches de cendres qui se déposent. Donc potentiellement, il est pas blanc pétant. Puis de toute façon, il y a pas de lune pour le réfléchir. Donc en fait, faut s'imaginer que voir l'iceberg, c'est juste voir une espèce de noir plus profond qui cache les étoiles à un moment donné. Ouais, donc c'est invisible quoi en fait. Quand tu commences à voir ça, en fait, c'est juste que t'es à peu près, quoi, déjà, tu vois. C'est déjà trop tard. C'est ça. Et puis, il y a énormément de facteurs je vais pas les énumérer, mais il y a énormément de facteurs qui font que, petit à petit, il y a la catastrophe qui arrive. Et donc, du coup, Murdoch, donc, qui est le capitaine en second, le lieutenant qui est à la barre à ce moment-là, en fait, il a 2 choix. Soit il tape dans l'iceberg frontalement. Ça, il sait que ça marche. Enfin, en fait, s'il fait ça, il va taper quoi? 2 compartiments, même pas? Et donc le navire en réchappera, il y a aucun souci. Par contre, super campagne de com derrière. Ouais. Déjà pour le voyage inaugural le Titanic. Bon après quoique, je veux dire, il se tape un truc mais il tient à flot, il arrive quand même jusqu'à New York. Bon buzz quand même. Exactement. Par contre, ça veut dire tuer tous ceux qui sont à l'avant. Ah. Parce que en fait, il y a des dortoirs à l'avant de 3e et de 2e classe, et donc ça veut dire tuer des gens en fait. Alors effectivement, a posteriori, on peut se dire ouais non mais tuer 200 personnes ou on tuait 1500. Oui, mais il pouvait pas savoir qu'il allait tuer 1500 exactement. personnes. À ce moment-là, on peut pas le savoir. Et donc lui, il prend la décision de tourner à mort le plus qu'il peut, sauf que c'est un énorme bateau. Il y a de l'inertie. En plus, ils vont un peu vite. Et donc du coup, ils vont mettre un peu de temps à tourner. Mais pour vous dire à quel point c'est un truc à la con, c'est que ça se joue à 1 minute de réaction. En fait, l'iceberg, il l'évite presque quoi. C'est juste qu'il le frôle. Et en fait, en le frôlant, ça va racler toute la partie tribord, enfin tout l'avant de la partie tribord, et ça va faire plein de petits pointillés, mais qui sont même pas des grosses fissures en plus. C'est vraiment pas énorme. Ça va appuyer à des endroits qui vont faire péter des rivets aussi.
Et donc du coup, bah en fait, il va y avoir quelques fissures, mais c'est même pas gros. Mais sauf que ça touche 5 compartiments, et puis après, il va y avoir le 6e qui va être inondé. Il aurait pu tenir à l'eau avec 4. Donc c'est juste que c'est rien, quoi. exactement, et c'est une configuration qui était impensable en fait à l'époque. Ouais. De nouer 6 compartiments, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est juste, c'est à partir du moment où il touche l'iceberg, de toute façon c'est fini, il y a rien à faire. Il y avait pas de moyen de sauver le bateau, il y avait pas, etc., etc. C'était fini d'avance. C'était fini. Ce que tu m'avais dit aussi, je me souviens, c'était que potentiellement ils avaient été prévenus par télégraphe d'une possibilité, mais qu'ils n'ont pas réagi sur ça parce que trop occupés à gérer d'autres systèmes de com ou un truc comme ça, il me semble. Ouais, en fait c'est une accumulation, comme je te l'ai dit, c'est une accumulation de conneries. Enfin, je vais pas toutes les lister, mais par exemple, le bateau va vite, c'est pas parce que j'ai déjà vu Captain Smith qui était un fou de vitesse, pas du tout en fait. C'est le même principe que rouler à 90 sur une route de campagne, qui a des virages. T'as le droit, en fait. Après, est-ce que c'est vraiment proportionné par rapport à la route? Bah, en fait, t'adaptes en réalité. En réalité, le Titanic est absolument pas dans un espèce de concours de vitesse. Il va pas particulièrement vite. Par pas contre, comme dans le film en fait, du coup, parce que dans le film, c'est sous-entendu que il va la vitesse. Dans le film, c'est même sous-entendu que c'est Eastman, donc le directeur de la compagnie, qui demande à Smith d'aller plus vite. Ce qui est pas vrai du tout. Eastman est pas du tout dans cette optique-là. Et d'ailleurs, Eastman a une super mauvaise image dans le film, mais enfin, c'est quelqu'un qui a essayé de sauver des vies, etc., et qui a subi toute sa vie le fait d'avoir échappé au naufrage. Il est beaucoup plus gris que ça, en fait. Mais bon, bref, et en fait, le capitaine Smith va avoir pendant plusieurs jours des informations comme quoi il y a des glaces, etc. Et en fait, faut se remettre juste dans le contexte de l'époque. C'est ça qui est difficile à faire aujourd'hui. Faut se remettre dans la logique de l'époque. C'est des gens, le capitaine Smith, ça fait 50 ans qu'il est dans la marine. En tout début 20e, c'est des gens qui ont appris à naviguer sur des putains de bateaux à voile, où c'est pas du tout la même chose, la navigation, quoi. C'est pas, je veux dire, c'est beaucoup plus aventureux, c'est pas la même chose. Et en fait, il y a cette espèce de vague de nouveaux bateaux incroyables qui est amené avec les machines à vapeur, mais qui en fait réagissent pas de la même manière que les autres bateaux. Donc déjà, donc ça, typiquement, ils virent pas aussi vite de bord, quoi. Et puis, en fait, il y a des stratégies aussi à l'époque. Il y a des logiques de navigation qui sont plus du tout les mêmes aujourd'hui, notamment par exemple grâce à des catastrophes comme ça. Qui est que par exemple, quand on est dans une zone à risque, on va plus vite pour en sortir plus vite. Okay. Parce que de toute façon, on a confiance dans le fait que si on voit quelque chose, on peut l'éviter. Et donc, du coup, on veut juste sortir de la zone à risque plus vite. Donc, effectivement, quand Smith va voir ça, il va accélérer la cadence. Ce que, a posteriori, peut sembler totalement con. Enfin, on se dit, non, mais justement, c'est le moment où on arrête tout et on regarde tout doucement. Mais c'est pas en fait, c'est juste pas la logique de l'époque. Et donc, voilà, ça, c'est une erreur qui peut pas, enfin, c'est difficile de lui imputer dans le sens où pour lui, c'est une réaction tout à fait logique, justement, à la menace. Bien sûr. Et donc, c'est pas irresponsable de sa part quand on se met dans le contexte de l'époque. Après, encore une fois, justement, avec cette catastrophe-là, on va obliger à ce que, ce soit plus le cas. Tout comme pareil pour les chaloupes, on va imposer le fait qu'il y ait le nombre suffisant de chaloupes par personne. Dans le film, en fait, ils sous-entendent le fait que ce soit parce que soit ça coûtait trop cher, soit c'était parce que ça prenait trop de place sur les ponts. Et que l'idée c'était d'avoir des espaces un peu dégagés, un peu ouverts, un peu chouettes. Bon, en réalité, c'est pas du tout ça. Ils ont le nombre de canaux réglementaires. Mais après, pareil, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Un bateau qui coule, ce genre de bateau qui coule, c'est censé couler en quoi 24, 48 heures. Si ça coule vraiment. Parce que normalement, les compartiments étanches font en sorte que ça soit super long. Du temps à couler, ouais. Exactement. Donc en fait, les chaloupes, elles sont pas là pour que les gens y aillent pendant que le bateau coule. Elles sont là pour faire la navette avec le bateau qui a eu le temps d'arriver pour les sauver. Bien sûr. Donc c'est logique en fait qu'il y en ait. Exactement, c'est logique en fait qu'il n'y en ait pas suffisamment pour tout le monde. Là, c'est juste que le bateau coule en 2h30. Ça n'a pas de sens en fait. Enfin, genre pour eux, vraiment, c'est quand ils le comprennent au bout de 25 minutes, un peu moins. Ouais. Quand ils comprennent que c'est mort. Oui, parce que pour eux, ça semble impossible, en fait. C'est vraiment un vrai insubmersible dans leur tête. Bah oui, parce que comme je vous le disais, avec l'Olympique, ils ont eu l'expérience il y a quelques temps que ça pouvait pas couler. Ils ont eu vraiment une vraie preuve que c'était possible, donc du coup. Exactement. Mais voilà. C'est la faute à pas de chance, quoi. C'est une accumulation de circonstances qui font que, comme toute catastrophe. Les petits effets papillons. Et puis plein de choses qu'on n'avait pas anticipées jusqu'à présent. Ouais. Parce qu'on pensait que c'était pas possible. Et puis voilà. Et du coup, on a le plus grand bateau du monde en activité à ce moment-là, puisque l'Olympique est en réparation et le Britannique n'a pas encore fait, coule lors de son voyage inaugural. Et donc oui, 1500 personnes qui meurent. Waouh. Ouais. Donc il faut toujours une catastrophe pour que on réagisse sur certaines données, parfois. Merci Jules pour ta chronique du coup finalement sur le Titanic. Merde, en fait c'était une chronique. T'as fait 30 minutes sur le Titanic donc ouais. Merde. Tu t'es fait avoir. Là j'arrête pas avec ça donc je peux tenir 6 heures je pense avec ça donc en ce moment. Mais si jamais à l'occasion tu veux rajouter d'autres trucs sur le Titanic même une fois que
que ton jeu de rôle sera prêt, tu n'hésites pas, ça peut être un nouveau type de sujet, tu peux en avoir marre des grottes aussi. En vrai, ouais, je pense qu'une fois que le jeu de rôle ça fait, ouais, il y a plein de choses à dire sur le Titanic, plein de Est-ce que personnages c'est aussi incroyables. le fait qu'il y a eu le Ocean Gate il y a pas longtemps qui t'a repassionné dessus ou ça fait plus longtemps ben, d'avant, alors, hein même pas, non, en fait. C'est quoi le Ocean Gate? Si, c'est le sous-marin qui est allé voir le Ah Titanic. putain, et qui a coulé. Ok, ouais. Ouais. Je suis resté très loin On de a cette rajouté 5 morts de plus au total. Ouais. Non, mais il y a des trucs totalement, enfin, je veux dire, Il y a une malédiction autour de l'aspect épave et gestion de l'épave, il y a plein de choses qu'on Ouais. pourrait discuter. Je veux dire, il y a des gens qui sont allés se marier sur la proue en sous-marin, ce qui est on hautement est allé discutable. jusque-là, quoi. Ouais, pour c'est recréer très cette glauque. espèce de... Exactement, parce qu'on parle quand même d'un cimetière pour 1500 personnes, en fait. Bah ouais. Et C'est comme aller se marier à Auschwitz ou un connerie comme ça. voilà, quoi, tu vois, voilà, exactement. Juste parce que t'as vu un film où il y a des gens qui se marient à côté de la cheminée d'Auschwitz et donc tu vas te marier, enfin, aucun sens. Et Cette phrase très absurde. Ah bah ouais, vraiment. Et leur argument étant que oui, mais en même temps, quand on va à l'église pour se marier, on passe bien devant un cimetière. Nous, on fait directement les deux. Bon, je trouve qu'on tape dans un niveau d'hypocrisie qui est un peu un autre. voilà. Donc bon, au niveau de l'épave, il y a plein de choses intéressantes qui se font, d'autant que c'est quelque chose qui va disparaître très rapidement. Là, dans les décennies qui arrivent, le Titanic va disparaître en réalité. Enfin, il restera la coque, etc. Parce qu'en fait, il se fait bouffer par des micro-organismes. Ah ouais? Quand on regarde le Titanic, il y a des espèces de stalactites de métal qui ont un nom particulier que j'ai oublié, mais que j'ai trouvé énormément fun. Bordel de merde, un nouveau nom de stalactite. T'imaginais pas comme j'étais fou. Incroyable. Tu m'étonnes. Et donc, en fait, ça te fait des espèces de grosses coulées qui se nourrissent du métal, ce qui fait qu'il rouille beaucoup plus que ce qu'on aurait pu estimer à cette profondeur-là, parce qu'il faut rappeler que le Titanic, c'est pas une épave qui est accessible facilement. Elle est à 3800 mètres de profondeur. C'est 4 km de profondeur. Il y avait une énorme fosse, en fait, en dessous. Ouais, en pleine Atlantique, quoi. Donc, raison pour laquelle, en fait, c'est pas facile d'aller sur le Titanic. Et donc, c'est pour ça que, il y a pas longtemps, il y a eu un accident là-dessus. Ouais, parce que les pressions sont monstres, aussi, en fait. Exactement, on a galéré à le trouver, parce etc. qu'en plus, je crois que l'épave, elle est étalée sur des kilomètres carrés. Enfin, c'est ça. Parce que les deux morceaux se sont splittés, et puis il y a tout le champ de débris. Tous les objets que vous allez retrouver dans des expositions qui ont été ramenés à la surface, d'ailleurs, n'ont jamais été ramenés de l'intérieur du bateau. On n'a pas le droit de ramener des trucs de l'intérieur. L'intérieur est sanctuarisé. Tout ce qu'on a ramené, c'est dans le champ de débris qui est autour. Parce que l'intérieur, c'est des questions de respect des victimes qui veulent pas être voilà, c'est sanctuarisé par rapport à ça, ouais. Parce que ça pourrait être un danger aussi si la structure elle est pas stable, si tu te prends une poutre sur la gueule. C'est une question en pleine actualité, c'est qu'il y a des gens, dans les familles des victimes qui sont en mode non, mais c'est toujours un sanctuaire, on n'a pas le droit d'y toucher. Il y en a d'autres qui sont en mode oui, mais en même temps, il va disparaître dans les décennies qui arrivent, et donc est-ce qu'on n'essaierait pas de sauver ce qui peut l'être? Parce que c'est toujours la mémoire, quoi. La boîte à bijoux de la grand-mère. Voilà, par exemple. Non, mais il y a des choses assez impressionnantes sur le Titanic quand on imagine que c'est 4 km de profondeur, qu'il y a des boiseries qui sont encore là. Il y a de la vaisselle qui est toujours dans sa position dans laquelle c'est coulé, qui n'a pas pété. Parce que c'est quand même un bateau qui chute de 4 km. Hein. Je veux dire, le choc sur la fosse océanique, il est pas, c'est pas rien, quoi. Il y a des choses qui sont en très bon état, en fait, au final. Et donc, mais oui, donc en fait, déjà depuis, pour les films de Cameron, justement, il y avait eu toute une mission. D'ailleurs, il y a un film là-dessus que je vous recommande qui s'appelle Ghost of the Abyss, qui est disponible sur YouTube. Je vous recommande vraiment. Il est pas en VF, donc c'est en VO, mais c'est toute justement l'aventure qu'il y a autour de juste aller dans le Titanic et aller à l'intérieur du Titanic avec des mini robots qui rentrent, etc. et découvrir ça. Je l'ai trouvé ultra touchant. Il y a pas ce côté romantique qu'il y a tout autour. Ghost of the Abyss. C'est James Cameron, pareil, qui l'a réalisé. Ah oui, en fait, tu vois comment ils ont fait les images de l'intérieur du bateau, parce que les images dans Titanic où tu vois l'intérieur du bateau, c'est les vrais. Ils sont vraiment allés avec des sous-marins, avec des putains de trucs. Ils sont allés là-bas, quoi. Et ils sont allés à l'intérieur, vraiment, dans les pièces, dans les différents endroits. Ce qui est pas rien, en vrai, et qui est super touchant, parce qu'en fait, tu vois un endroit où il y a des gens qui ont quand même... Quand tu vois la proue, par exemple, la poupe, même, je me glande un peu. L'arrière du bateau. Ouais, l'arrière du bateau, je veux dire, c'est là où il y a plein de gens qui se sont tenus pour la dernière fois alors que le bateau coulait. Quand tu vois ça, je trouve ça assez touchant. Il y a plein d'endroits, en fait, que tu trouves touchants. Et donc voilà, donc il n'y a plus de corps. De toute façon, ça a bien évidemment disparu. Il reste les chaussures, des moments où on peut estimer que, parce qu'elles étaient... il y avait un traitement dessus qui fait qu'en fait, elles se font pas bouffer. Et donc il reste les chaussures. Des fois on voit des chaussures, on peut estimer que peut-être il y avait quelqu'un là, mais c'est même pas dit parce que ça peut être aussi des godasses qui tombent. Il faut savoir qu'à l'époque on change de vêtements plusieurs fois par jour, pour surtout dans les hautes sociétés, mais pas que. En seconde classe aussi on le fait, on change de fringues plusieurs fois par jour, donc il y a plein de malles de vêtements que les gens n'ont pas amené forcément. Donc
voilà. Mais oui, bon, je vais arrêter là avec le Titanic. Mais oui, on pourra faire plein d'épisodes dessus. Il y a on pourra parler de gens qui ont vécu 3 fois le naufrage. Ouais, Parce qu'il y en a. Oui, c'est Ouais. ça. Il y a quelqu'un qui était dans l'infirmerie, je crois, et Bah, il y en a une qui a un vécu. mécano. Il y avait un mécano aussi. C'est ça, Ouais. une meuf et un mécano qui ont vécu le harponnage du Olympique, qui ont été après engagés sur le Titanic pendant les réparations de l'Olympique. Ils ont fait sur le Britannique. Mauvaise pioche. Et après, qu'on finit sur le Britannique. Ouais. Bon, bref, enfin, comme quand ça arrive, d'avoir la poisse. Je trouve très bonne Ils ont question. survécu aux 3 du coup. Voilà, je trouve très bonne question. Est-ce qu'ils ont la poisse ou est-ce qu'ils ont de la chance? Énormément de chance. Vous avez 3 heures en fait. Enfin, il y a Ok. plein d'histoires incroyables dans Titanic. Il y a des voleurs qui étaient dans Titanic, qui ont vécu plein de trucs. Il y a des profs de sport qui ont vécu héroïquement et qui ont sauvé des gens. Il y a des couples de vieux qui ont été ensemble jusqu'au dernier moment. Il y a, en fait, c'est un moment où on croit. Il y a l'orchestre. Mais du coup pas que. Du coup, le prof de gym a continué à donner des cours de gym jusqu'au dernier moment, par exemple. Ça, c'est très bête à dire, mais voilà. Il y a non, mais il y a plein de choses comme ça. Pareil, le prof de squash. Des gens qui sont enfin voilà, qu'on fait plein de trucs. En fait, le Titanic, il cristallise un moment de la société de l'époque, avec plein de gens de la société. Exactement. Il y a un mec par exemple qui est sur le Titanic, qui est officier sur le Titanic, qui a vécu sur une île déserte avant, qui a vécu plein de naufrages, etc., et qui va à la fois tuer des gens par son comportement, mais aussi sauver des vies. C'est un personnage assez intriguant. Enfin, il y a plein, en fait, il y a plein d'histoires, et donc il y a de quoi faire énormément de chroniques, même sur ce que c'est que le Titanic en soi, parce que il y a plein de choses qu'on sait pas. Je veux dire, en fait, on le connaît essentiellement par le film, mais dans le film, on voit pas les bains turcs, on voit pas le cours de squash, on voit pas la piscine du Titanic, on voit pas la piscine électrique. Nom assez étrange. Piscine électrique. Oui. Ok, non mais pas genre bref, vas-y. On voit pas le chat du Titanic. On voit très peu les animaux de première classe qui ont été amenés. On a peu connaissance des antiquités égyptiennes qui étaient dans la soute. On a peu connaissance de. Enfin, il y a plein de choses en fait. Mais c'est énorme. Il y a un lore de ouf en fait. Non mais c'est pourquoi tu crois que je suis à fond des fond en fait. Mais oui, je suis à fond. Et il y a énormément de choses à dire. Et donc peut-être des choses que vous découvrirez, mais de toute façon vous pourrez pas tout voir pendant le jeu de rôle. Mais oui, parce que c'est tout l'intérêt d'en faire un jeu, c'est de pouvoir essayer d'explorer des parties justement de cet univers-là. Et puis tu pourras toujours faire des chroniques pour compléter ce qu'on n'a pas exploré après derrière. Exactement. D'ailleurs, juste un petit disclaimer pour les auditeurs, parce que si jamais je me rends compte que j'ai pas, enfin qu'on en a parlé mais sans vraiment le poser, etc. Mais juste qu'on me prenne pas pour un psychopathe, quand on parlait justement d'un jeu Titanic. Donc ça serait là pour le coup on est dans du jeu de rôle historique, mais on est aussi dans un jeu de rôle où on va là pour le coup l'idée ce serait qu'on revit la dernière journée du Titanic. Comme je vous le disais, il y a 1500 personnes qui meurent en fait à un moment donné quand même, donc et des vraies personnes. Donc je fais juste ça histoire que ça choque pas des gens qu'on dise ça. Oui, bien sûr. On en est conscient. Limite, je le mettrai après, quand on parlera. Et de toute façon, je vais prévoir un moment là-dessus. Et enfin, bon, bref, on ne prend pas à la légère. Mais voilà. En tout cas, il y aura plein de choses à dire sur le Titanic pour ceux qui s'intéressent. Merci, Jules. On a hâte de faire ce jeu de rôle. Je suis sûr que les auditeurs et auditrices ont hâte de nous écouter en train de vivre le jeu de rôle. Et à propos de jeu de rôle, justement, tu voulais pas nous parler un peu de JDR, Clément? Oui, justement, c'est incroyable cette transition de ouf. Elle est incroyable. C'est ta meilleure transition, je crois. Ouais, c'est ça, c'est exactement. 4 saisons. Parce que justement, il s'est passé quoi il y a une semaine, tout pile. Ouais. Il y a eu la sortie peut-être du jeu le plus attendu de l'année. Baldur's Gate 3. Et oui. 23 ans après le 2, faut le savoir. Déjà 23 ans. Et justement, moi, alors là, juste parce que le jeu, je l'ai pas encore acheté parce que j'ai pas le temps, en fait, de lancer dans Baldur's Gate 3. On verra peut-être à la rentrée de septembre parce qu'apparemment, en coop, il est encore plus fou. En coop, j'ai ouï dire ça. Ouais, ça peut jouer à 4, ouais. Et du coup, moi, justement, ce que je voulais, alors c'est juste une réflexion de pensée, ce sera pas très très long, je pense, mais qu'est-ce que vous pensez, justement, de ce renouveau du JDR depuis Stranger Things, et là, avec, justement, peut-être les nouvelles générations, là, depuis les années, 2015, 20, depuis les années 2010, on va dire, que le jeu de rôle a repris est revenu sur le devant de la scène. Ce n'est plus une pratique obscure, sataniste. Presque sataniste, comme on disait dans les années 80. Avec les jeunes, finalement, ça s'est démocratisé de fou, en fait, le jeu de rôle. Et on le voit même, d'ailleurs, au boulot, Marc, des fois, avec certains collègues. Et on est une bonne quinzaine à faire du JDR au travail. Beaucoup de jeunes. Depuis 2-3 ans, beaucoup de gens qui veulent y essayer. Parce que c'est vrai que le jeu de rôle, Baldur's Gate 3, du coup, c'est l'exemple parfait parce que c'est Donjons et Dragons. Mais maintenant, tu peux faire des JDR, surtout le Titanic, quand même, par exemple.
Et justement, qu'est-ce que vous pensez du fait que le jeu de rôle maintenant c'est presque une activité de premier plan. Enfin, au bout d'un moment, c'est plus un truc aussi obscur qu'avant. C'est peut-être plus aussi niche qu'avant. Je pense que ça l'est quand même toujours. Je pense que faut se méfier aussi de l'idée de la sphère dans laquelle on évolue, où forcément t'évolues avec des gens qui ont un peu les mêmes envies. Mais c'est vrai que de manière générale, t'entends pas aux informations que t'as un sataniste qui joue au jeu de rôle qui a tué 18 enfants dans une école primaire. Ça, y a ce rapport-là, il est plus fait. Je pense qu'on est passé au-delà de tout ça. Mais je pense que ce qui plaît dans le jeu de rôle avant tout, et je pense que c'est pour ça que il y a beaucoup de gens et de générations, la nôtre et celle d'après, qui aiment se réunir dans cet univers aussi parce que c'est une manière de, comme pour les jeux vidéo, comme pour la fiction de manière générale, c'est une manière de te réapproprier ton univers. Et le monde en ce moment, il est pas ouf. Et à travers le jeu, c'est quand même chouette de réussir à vivre des aventures que tu pourras pas forcément vivre dans la réalité, de être un personnage que tu vas pas forcément être dans la réalité. C'est pas se mentir et dire j'aimerais être ça, c'est juste dire tiens c'est marrant d'essayer d'être ça peut-être à un moment donné, d'essayer pas de changer de peau mais pas loin, changer de peau, de personnalité tout en finalement se rendant compte que quand tu fais des parties de JDRL, c'est souvent les personnalités des gens qui sont un peu exacerbés que tu retrouves parfois dans leur manière de jouer. Mais je pense que c'est avant tout ça qui plaît, l'idée que t'as pas besoin de matos. T'as pas besoin d'être un grand acteur. T'as juste besoin d'avoir la capacité d'imaginer et de mettre en commun et d'avoir un bon sens de accepter l'impro aussi de l'autre, accepter un peu ce qui vient et pas être monolithique. En tout cas, toi Clément, tu le sais, c'est un peu ce que j'aime faire en tant qu'MJ, c'est quand mes joueurs ils ont des propositions que je trouve fun, bas les couilles du scénario principal. Votre proposition, si elle est fun, elle est fun. Genre par exemple, le but c'est de s'amuser avant tout quoi. Si tu dérives du scénar, c'est ça, ça dépend le thème aussi. Ça dépend le thème. Si tu fais un JDR Lovecraftien et que si tu fais un JDR Lovecraftien et que au bout d'un moment il y a une impro, tu finis il y a toujours aussi un cadre. Hein, non, il y a toujours un cadre, mais c'est aux joueurs aussi de proposer des impros dans le cadre qui est donné, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir tout un groupe de personnes qui va ensemble créer sa propre histoire, sa propre trame narrative. Tu peux t'attacher à tes personnages, être triste quand ils meurent, tomber amoureux d'un PNJ. Et je pense que ça réunit un peu tout le monde. C'est pour ça que les gens qui essayent le jeu de rôle, quand ils arrivent à lâcher réellement prise, souvent ils kiffent quoi en fait, ils kiffent leur moment. Mais c'est marrant d'ailleurs l'appréhension qu'il y a par rapport au jeu de rôle, genre on fait toute une affaire. Début, mais tous on est passé par là, c'est de se dire mais ça a l'air infaisable en fait. Déjà en tant que joueur, puis après quand on passe MJ, pareil, on se dit mais c'est infaisable. C'est le cas que j'ai pas encore passé. Moi, tu vois là, j'en suis au stade où j'ai peur d'être MJ. C'est compréhensible, c'est difficile. Franchement, c'est pas grave. La première partie, elle est foirée, et encore et après, tu t'améliores quoi. C'est comme pour tout. De ouf. Ouais. Mais je trouve après, tu vois que là, on est dans une ère du jeu de rôle. Alors moi, je suis pas venu par là parce que c'est mon petit frère moi qui s'y est mis et qui m'y a mis après derrière. Donc, moi, c'est plutôt par connaissance. C'est l'inverse, tu vois. Ah ouais. Moi, c'est mon grand frère qui en faisait et du coup qui m'a permis d'en faire. Ah d'accord, ok. Donc du coup, c'est plutôt dans ce sens-là. Et du coup, j'ai l'impression, tu sais, que il y a du coup, comme tu le disais, il y a effectivement ce renouveau du jeu de rôle. Mais en fait, moi, je vois trois trucs, si tu veux, mais j'arrive pas à savoir lequel est le plus impactant, etc. Ouais. Je me dis déjà que on arrive après des années où il y a une démocratisation du RPG en termes de jeux vidéo, qui a beaucoup aussi introduit le fait de se mettre dans la peau d'un personnage et de le faire vivre dans un univers imaginaire. Je trouve que c'est un vrai travail en amont, tu vois. Ne serait-ce que Skyrim en 2011, ça fait un petit step-up, quoi. De ouf. Genre quelqu'un qui s'est tapé 60 heures sur Skyrim, il aura aucun mal à se mettre dans la peau d'un Mass Effect personnage. Exactement, tu vois. Mass Effect, c'est encore un meilleur exemple. Et je trouve que tu vois, il y a eu une adaptation du jeu de rôle en jeu vidéo qui a permis presque de plus facilement se mettre dans le jeu de rôle maintenant. En tout cas, qui a préparé une génération, en tout cas, ou plusieurs générations à y rentrer assez facilement, qui a forgé un imaginaire, des codes, etc., etc. Il y a la diversification des jeux aussi. On a énormément de jeux différents. Il y en a pour toutes les thématiques, il y en a pour toutes les envies. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé de jouer à Donjons et Dragons, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a énormément d'autres choses. Un peu comme le jeu de plateau l'a connu à un moment donné, d'ailleurs, on est encore un peu dedans, une grosse diversification un peu. Moi, j'ai grandi à Cannes. Tous les ans, j'allais au Festival international du jeu où t'as les grands concours, t'as les jeux de société de l'année. Ça marche, hein. C'est pas du tout en perte de vitesse, hein. Ah bah non, du tout. Et le jeu de rôle, en vrai, tu vois, maintenant dans les magasins de jeux de société, il y a un rayon jeu de rôle avec plein de bouquins et tout machin, tu vois, genre. Et ça, je trouve ça se lance. Je pense peut-être le troisième point, je sais pas si c'est celui-là, mais depuis justement, je crois que ça doit être 2016. Il y a tous les vidéastes youtubeurs là de. Oui, c'est ça, effectivement. L'actuel play. C'est ça que j'allais dire. L'actuel play. Un grand merci, hein, JDG. Pas que lui, mais. La Bonne Auberge. La Bonne Auberge, le Captain Popcorn. Je conseille 1000 fois La Bonne Auberge à tous les auditeurs. C'est le meilleur actuel play qui est sur YouTube. Mais oui, c'est sûr que tu crois que c'est l'aventure du grenier, c'était en 2015 ou 2016, je crois. Ouais. Première saison. C'est vieux, hein.
et ça commence à dater, on est bientôt à 10 ans. Et oui, bah ça a permis aussi de vraiment, c'est vraiment en plus l'équipe les premiers millennials, quoi, l'équipe des gens qui sont nés dans les années 80, qui ont vécu les années 90 et qui ont dit, bah voilà, notre jeu de rôle, on montre à tout le monde. Et je pense que ça, toute la jeune génération qui sont nés au début des années 2000, ils ont aussi découvert ça. Et le multi-GTA aussi, j'ai l'impression. J'ai loupé le moment, mais j'en ai beaucoup entendu le parler. GTA RP, là, ouais. Bah, ouais, ça, j'en ai beaucoup entendu GTA parler. RP de J'ai l'impression que ça a marqué, qui... ça. Ouais, ça a marqué de ouf. Hein. Les gens, ils se sont pris une phase de RP dans la tronche. Ouais. Ça a été assez sensationnel. Mais c'est ce que disait Clément, en fait. C'est que je pense que ce qui aide, en fait, aujourd'hui, avant toute chose, c'est que les créateurs de maintenant sont des gens qui ont vécu dans les années 80, maintenant même 90, et qui ont joué au jeu de rôle. Et du coup, leur univers est basé autour du jeu de rôle. C'est pas pour rien que dans Stranger Things, les gosses, ils font du JDR, c'est parce que les producteurs, les scénaristes et les réals ont fait du JDR. Et du coup, en faisant ça, si t'es jeune et que tu regardes, tu te dis, waouh, j'ai envie d'essayer, forcément. Et si tu vois que Zerator à côté, il en fait, ou même Squeezie, ou que sais-je, forcément, tu vas prendre exemple. Donc, et tu vas tenter. Et il suffit que tu connaisses un vieux dans ton entourage qui connaisse, tu le chopes comme MJ, et puis après, il t'enseigne son savoir, et voilà, quoi, c'est parti pour un tour. Et Stranger Things, je suis d'accord, je crois que ça a énormément marqué. Moi, il y a plupart des gens à qui j'ai parlé de jeux moi, de rôle, ils disaient, mais comme dans Stranger Things. Ouais, c'est ça, ils ont ça en tête. Accroché à la série, ouais, vraiment. C'est vrai qu'un jour, je lui donne vraiment sa chance, mais j'ai pas accroché. Bah, franchement, c'est l'intro du premier épisode. Ouais, le JDR, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Et puis peut-être dans chaque saison, ils en font à un moment donné, mais c'est un élément de contexte, quoi. Mais c'est pas le cœur du truc. Je crois que de ce que j'ai vu de loin, les monstres dans la série, ils sont tirés de Donjons et Dragons. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, les noms qu'ils donnent aux monstres, c'est des noms de D&D, du coup. D'accord, c'est ce que je voyais. Voilà. Mais sinon, ça va pas aller plus loin que ça, en termes de ref. Mais ça a marqué quand même suffisamment l'imaginaire des gens qui l'ont regardé, quoi. Ouais, mais oui, je pense que ça, c'est un des trucs qui a le plus marqué. Enfin, moi, c'est du truc dont on me parle à chaque fois quand j'ai des gens qui ont jamais fait de jeu de rôle et qui viennent. C'est généralement mais oui, comme dans Stranger Things. Mais parce oui, qu'en fait, si on réfléchit, alors je pense qu'il doit y avoir des contre-exemples, mais pour le grand public, fallait une image positive, quoi. Ouais, pour la pop culture grand public du début des années 2000, Donjons et Dragons, c'était les films horribles. Oui, avec on est passé de ça, c'est sûr que quand tu passes de ça à Jeremy Irons, c'est un autre calibre, hein. Grand moment de cinéma. Ah bah ça. Ça, on parle de Titanic avant, et puis sur Donjons et Dragons, le premier film, ouais. Le premier des noms. Le premier des noms. On parlait de la diversification des jeux de rôle. Et c'est vrai que pour le coup, je trouve que le jeu de rôle ouvre à ça aussi. C'est que nous, c'est ce qui nous plaît, du coup, là, dans ce projet de Titanic, quand on en avait parlé. C'est que c'est aussi un outil de médiation. En fait, nous, c'est comme ça qu'on le voit. C'est pour ça qu'on avait envie de le faire. C'est que c'est découvrir ce que ça a été que ce moment-là, découvrir ce que ça a été que, la vie du Titanic avant ça, parce que c'est pas juste un naufrage. Enfin, en fait, je trouve que ça permet de s'immerger dans des moments, dans des périodes, de découvrir des choses. Et je trouve ça, au final, tout aussi légitime qu'un film de fiction pour le faire découvrir, où ça parle quand même d'un truc comme ça, mais avec cette touche en plus qu'on a par exemple dans des jeux vidéo, où on peut aller plus loin, on peut toucher, on peut faire des choses. Enfin, il n'y avait pas de règles, quoi. Nous, on en avait discuté pas mal pour la préhistoire, quoi. Pour la préhistoire, c'est super comme. C'est ça, comme truc, ce que tu avais fait pour Before Present, c'était quand même très chouette. C'est aussi le principe des GN, hein, des jeux de rôle. Oui, des grandeurs nature. De ouf. Ils vont louer des châteaux et ils passent une journée complète en mode victorien. Et je trouve que c'est même encore mieux j'aime bien les GN, j'en ai pas fait tant que ça, j'apprécie quand même le principe. Je trouve vraiment que dans le JDR papier, t'as vraiment cette idée de tu peux faire ce que tu veux, t'as pas ce problème de genre, j'ai une épée en mousse, maintenant je vais taper un mec. Tout est dans ta tête. Et moi j'aime bien ça parce que j'ai toujours plein de trucs dans ma tête tout le temps et ça me fait plaisir de pouvoir les sortir des fois. Juste ça permet d'extérioriser, je trouve, pas mal de choses. Et je pense que le jeu de rôle sert pas mal à ça. Il y a presque un truc un peu thérapeutique parfois. C'est ça le jeu de rôle en vrai. Je pense que il y a pas vraiment de mauvais côté au jeu de rôle si on pratique bien, c'est sûr. Je sais pas s'il y a des. Faut faire gaffe toutefois. Hein. Il y a dans l'idée, il faut quand même que ça se fasse toujours dans le respect de tes joueurs, de pas les pousser à bout psychologiquement. Je peut-être été parfois un petit peu limite sur certains jeux et je m'en rends compte maintenant, mais l'idée c'est que les gens soient d'accord quand même avec ce qu'ils vont vivre malgré tout, quoi. Oui. Non mais ça s'apprend, mais oui. Enfin bon, pareil. Enfin il y a des moments où je pense que j'étais trop serré sur le scénario, mais même je voulais pas qu'on en décroche, tu vois. Enfin c'est normal, t'apprends aussi à laisser. C'est ça, ouais. À laisser aller, quoi. Ouais, pour pas que ça devienne un mauvais moment non plus, quoi, pour les gens. Ouais, c'est ça. Ouais. L'idée c'est que tout le monde s'amuse. En tout cas, c'est vraiment cool que le jeu de rôle n'ait pas disparu. C'est un métier de ouf. Et ça, c'est incroyable. Et que ça se développe de ouf. Et que ça se développe. Ça se développe. Et surtout, en plus, avec les réseaux sociaux, maintenant, il y a Discord. Voilà. Oui, c'est ça. Nous, par exemple, Roll20, il y a une diversification des médias sur le jeu de rôle. Plateformes,
rien que la musique, enfin, moi Ah j'avais bah, déjà parlé ne à des serait-ce que anciennes pour mettre une générations, bonne musique d'ambiance, ouais. mais de ouf. Ouais. Moi j'avais Les parlé musiques et avec les des anciennes bruitages. générations qui étaient en mode, mais nous ça nous paraît pas cohérent de mettre de la musique en jeu de rôle, parce que pour eux c'est pas ça le jeu de rôle. Et alors que je trouve que dans nos générations, genre ça te permet mais de bosser tellement des moments, le JDR Alien qu'on avait fait avec Marc et tout Ah machin, bah ouais. les bruitages qu'on mettait Qui dans le sera vaisseau. publié en 2024, on espère, on croise Non, les mais doigts, ça t'inquiète. fait 3 ans. Mais tu sais le côté de dire je vous dis pas quand est-ce que vous entendez. Mais oui, vos mais trucs. ça c'est génial. C'est vous les entendez ou vous les entendez pas. Ouais. Mais tant pis pour vous si vous les entendez pas. Moi je vous dis pas que vos persos tiltent des trucs. Et C'est en ce que- vrai ça marchait bien dans le cadre du vaisseau quoi. Et Ouais, mais ça même dans ajoute un Not vrai Walking truc. the Winterwood que t'avais fait, ça marchait super bien. Hein. Le fait d'entendre des bruits, on savait pas d'où ça Ouais, venait. c'était chouette. C'était Enfin, ça très offre très des bien aussi. ça offre des Des vraies possibilités quoi. C'est un truc Ouais. que je t'ai volé pour le JDR Western, très clairement, de pouvoir foutre des bruitages De quoi en tu fond. voles? Bah, c'est que j'avais jamais entendu ce genre de truc avant, donc pour moi c'était mon inspiration sur ça. Donc je rends à César ce qui est à César, c'est que vraiment Pas c'est. du tout. Mais s'il prend le compliment. Voilà. Et je Bah pense- merci, alors, ça me touche. ouais. Je pense qu'on Mais peut voilà, en attendre tout cas, je me que suis ça- inspiré de ce que tu faisais pour pouvoir faire moi-même des bruitages dans le jeu, parce que c'est un truc que, comme tu disais, avant, moi, je faisais pas. J'ai appris le JDR dans les années 2000 avec mon frangin et ses potes, et on n'avait pas de musique, on n'avait pas de bruitage, il y avait rien. Et alors que le bruitage et la musique rajoutent plus de trucs. Mais je trouve que Moi, c'est je quelque chose trouve, que j'arrive pas à maîtriser par contre en IRL. En IRL, je suis tellement concentré sur le jeu, et vu que j'ai Ouais. tendance à jouer 10 000 PNJ en même temps, j'ai du mal à checker une bande son en même temps à côté. J'ai vaguement un truc en fond histoire de dire que c'est dans une forêt ou autre, mais je vais jamais réussir à checker, à mettre un bruit d'animal ou à vraiment créer une ambiance tamisée et sombre. Mais en Discord, je trouve que ça rend super bien. Ouais, mes premières expériences du JDR, c'était sur les forums actifs. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Forum actif. Ouais, Non, ça me c'était dit les rien forums du tout. en fait. Bah, c'est les forums en fait. C'est comme un forum, t'as un topic et on Ouais. écrivait le message de notre perso et chacun son tour en fait. Des fois, on avait 2 jours de réponse. Ah, mais On genre avait sur fait les un- vieux forums. Ah oui, ouais. sur les vieux forums dans Les les vieux années forums de- un peu péraves début des années 2000, Ouais, 2010. ouais. Moi, Ah, j'ai donc fait du des coup, tu premiers joues sur un temps super- super long où t'attends la Oui. réponse de ton pote, Ah, mais quoi. je crois que Putain, je mais faisais c'est trop ça fun. aussi à l'époque. C'était marrant ça. On avait C'est fait trop fun. on avait monté un forum donjon de Hullbuck et on se faisait une campagne donjon de Hullbuck comme Trop ça. bien. C'était marrant, ouais, c'était sympa. C'est trop Au cool. lycée, on avait fait ça. Mais je pense que ça, c'est un sujet qu'on pourrait étendre au fait aussi, par exemple, que les Warhammer sont toujours aussi populaires alors qu'on est bientôt Ouais. à 40 ans de Warhammer 40 000. Hein. Je crois qu'on a oublié, mais la première édition de 40 000, c'est 87, je crois. Ouais, bah de toute façon, ça Années pue les années 87. 80, hein, Warhammer et Warhammer. Ah oui, c'est autre chose. Mais ça aussi, c'est marrant que ça a perduré, que ça n'a jamais Oui, été ça si reste. populaire grâce à Internet. Merci Henri Cavill. Oui, bah Et oui. de plein d'autres gens, quoi. Alors que ça a jamais été aussi cher. C'est incroyable. Je dis Mais ça pas reste parce plus, que ça reste plus de niche, je pense, par contre. Ouais, ça, c'est très de niche, ouais. Le wargame, je pense, de Ouais, le manière wargame, générale. ouais, Mais pareil, ça reste quand même dans le temps et les gens, ça dit quelque chose aux gens. Si tu parles de Warhammer Ouais. 40 000 à quelqu'un, Bah, il va piger ce Il y a que les c'est jeux quand même. vidéo aussi, alors même s'il y a jamais eu de grands jeux Warhammer, c'est toujours été un petit peu la Ah, moi, malédiction, j'ai environ 450 voire 500 heures sur Vermintide 2. Oui. Donc, je peux pas te dire qu'il y a pas de grands jeux Warhammer Oui. parce que j'y ai passé beaucoup Ouais. de temps. Bah, pareil, il y a les Tuer Total des War. Skaven. Et il y a les Total War quand Il même. y a les qui sont Total excellents. War. Mais enfin, de grands jeux 40K, j'ai envie de dire. Parce que c'est 40K, vrai ouais. que Par contre, il Warhammer paraît que Battle Fantasy, il y a eu des bons jeux. Ouais. il paraît que l'équivalent de Vermintide en 40K est pas ouf. Darktide, ouais, apparemment, Darktide, ouais, apparemment, c'est ça pas. manque de quelques mises à jour, ouais. Ça Ouais, manque de apparemment, c'est quelques pas mises à génial. jour. Mais bon, qui sait, avec plusieurs patchs, ça finira par marcher. Ouais. Enfin. Il est 22h30, ça fait 1 heure pile poil. Oui. Incroyable. Et oui. Un peu moins, 55 minutes. 55 minutes. Mais oui, mais on a envie que tu ailles manger ta raclette et puis peut-être que ma conclusion sera longue. Merci Clément pour ton sujet sur le JDR. Du coup, moi, j'ai rien, mais c'est pas grave parce que j'ai avec moi une information importante pour les auditeurs. C'est l'épisode 19 de la saison 4, ce qui veut dire que la saison 4 est officiellement finie. Ça se finit avec vous. Incroyable. Merde. Ouais. Mais en fait, Yes. c'est pas vraiment Bravo. fini, mesdames et messieurs, le chers twist. auditrices, chers auditeurs, parce que comme tous les ans, il y aura bien sûr un épisode final qui sera un épisode détente. Nanana, on essaiera de le faire sur Twitch, si possible fin août, début septembre. On verra s'il y aura du monde. Mais en tout cas, la saison classique s'achève ici avec vous. On espère que cette saison vous aura plu. On fera un petit récap pendant le final des plus, des moins, de tout ça. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de recevoir beaucoup de monde différent. Ça a été une saison un peu... le mot qui me vient, c'est chaotique. Je sais pas pourquoi, parce que c'était un peu compliqué de réunir les gens. Donc du coup, c'était souvent plus des binômes, plus de la discussion. Mais surtout, avant toute chose, merci Jules d'avoir été présent sur cette saison. C'est pas dit que tu sois là pour le final, donc je te remercie directement en présence. T'as une année qui est longue et avec beaucoup de choses à faire. Donc merci d'avoir quand même pris le temps d'avoir été là quelques fois. Ça me touche. Voilà. Merci à toi. beaucoup. Toujours plaisir Et- de faire partie de l'aventure.
Bah oui, toujours plaisir de te recevoir. Mais surtout, j'aimerais aussi remercier Clément, parce que Clément, on est face à face là comme ça. Ouais. Je pense qu'honnêtement, si t'avais pas été là, ça aurait pas été la même. Parce que C'était- Clément ouais. monte les épisodes de l'émission, une partie en tout cas. Je Voilà, pense que t'auras une bien partie. fait Je crois que j'en ai un fait tiers 6. ou un quart. Avec le 17, ça fera 6. Ça fera 6, ouais, c'est ça. T'auras monté 6 épisodes. Et franchement, merci du fond du cœur. De Donc, rien. remerciez Clément dans les commentaires, parce que sans lui, il y a pas d'émission. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, on rend l'antenne et on se retrouve la semaine prochaine. Pour vous, ce sera le final en replay probablement, ou alors ce sera, qui sait, si le final n'a pas eu lieu, un petit documentaire sur des choses particulières, parce qu'il y a plein de choses en réserve, mesdames et messieurs, du JDR, des documentaires, des tas de trucs, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Ciao. 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 Putain, mais tes intros, tes transitions, tout là, nickel. C'est Tout parfait.